Et je vous remercie aussi donc d'être là et présent un samedi matin donc pour un temps qui est dévolu, je le souhaite, à l'échange parce que cette problématique temps est tellement complexe et tellement multiforme que je ne prétendrai pas non plus faire un cours magistral, mais que je préférerais poser un certain nombre de questions et de balises pour que l'on puisse débattre après. Alors, comme Taos disait, d'où je parle. Alors, je parle effectivement cette question du temps à partir d'un questionnement justement double, c'est-à-dire personnellement, comme tout le monde, je me pose effectivement la question du temps, de la mort, etc. Donc tout ce qui me maintient dans ce monde à travers une problématique un peu sauvage qui est ce temps qu'on ne maîtrise absolument pas et qui nous échappe. Et professionnellement, et c'est plus intéressant, c'est à travers toutes les enquêtes que j'ai faites, une interrogation, un étonnement que j'ai senti depuis quelques années de cette difficulté qu'avaient les gens de se projeter, de cette impossibilité qu'avaient les gens de créer leur futur, donc de cette crise de futurisation que je sentais très fort. Et d'un autre côté, de quelque chose qui, dans le moment présent, était très difficile à vivre par des temps très morcelés et très difficiles à unir. Alors, ça fera l'objet de mon second cours, ça, toutes les représentations du temps. Mais ce que je souhaiterais dire, c'est que je me suis posé fondamentalement cette question du temps, et le titre est légèrement faux, c'est tant de soi, tant des autres, c'est-à-dire tant de soi, tant avec les autres aussi. Ça n'est pas seulement tant des autres, c'est le temps que soi, nous pouvons mettre en place et relier avec l'autre. Alors cette question du temps, pour moi, a toujours été liée avec la question de l'autre. Donc quand je voyais effectivement chez les individus cette difficulté d'être dans un temps que l'on projette, c'est-à-dire un temps de la durée, un temps de la futurisation, je me questionnais sur le lien qui se passait entre soi et l'autre, lien interpersonnel, lien social. Et et sociologue et psychologue à l'origine, donc ces questions m'ont vraiment intéressé beaucoup et j'ai essayé pour les entreprises pour lesquelles je travaille donc de transmettre aussi ce que les individus ont comme angoisse, ont comme problématique, ont comme questionnement par rapport au temps. Alors, je vais vous dresser rapidement le résumé, enfin le résumé non, mais disons les points saillants de mes trois interventions. La première intervention, donc aujourd'hui, c'est en somme une introduction macro-sociologique et micro-sociologique sur les grandes mutations qui font que ça va toucher cette question de la temporalité et de l'espace aussi, qui va toucher aussi à l'individu. On va voir comment. Donc il est indispensable déjà de poser des balises, qu'elles soient quantitatives, qualitatives. Donc nous parlerons de la question et du travail, et des femmes, et de l'individualisation, et des technologies nouvelles, etc. Dans le deuxième cours du 21 juin, fête de la musique, nous prendrons un petit temps à 18h donc pour parler plus des représentations plus subjectives, des modèles temps aussi que les individus se sont construits à travers une idéologie du temps qui est transférée aussi par les grands acteurs économiques, organisationnels. Et c'est très important aussi de comparer, et je tâcherai de le faire un peu, ces représentations du temps occidental. J'emprunterai un peu à François Julien, philosophe, qui a travaillé beaucoup sur la Chine. J'emprunterai aussi peut-être à des temps religieux pour voir un peu comment cette question-là est fondatrice. Et dans le troisième cours, donc, je pense que c'est très important d'avoir une application dans notre société de consommation, parce que c'est vrai que nous sommes dans une société de consommation et de consommateurs, même si on est sur des individus qui voulons nous singulariser. Il y a quelque chose d'une force énorme, d'une injonction énorme de tout le monde de la consommation qui va imprimer un modèle temps aussi auquel les individus consommateurs vont se modéliser, vont se conformer. Donc j'essaierai de vous parler de ces offres, de ces discours et de comment les individus répondent tout en demandant et de cet enchevêtrement de la demande et de l'offre qui fait que ça n'est pas parce que on aime bien consommer qu'on résout la question du temps. Bien au contraire, vu qu'on voit
grandir une angoisse un peu permanente dans ce monde. Et cette angoisse réfère aussi à la question de l'éclatement de notre temporalité telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, je vais donc commencer pas le premier cours, mais disons la première intervention, en vous dressant un contexte. Et juste avant le contexte, j'emprunte à Guibaud, un philosophe, une réflexion qu'il a en disant en fait qu'il y a 3 grandes mutations qui déstructurent un peu notre monde aujourd'hui. C'est tout l'économique, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec la mondialisation, le financier, etc., c'est-à-dire là, le temps nous échappe. Tout ce qui est de l'informatique, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec les technologies nouvelles, là encore, le temps nous échappe. C'est du temps réel, du temps immédiat, du temps... On est dans le virtuel. Et tout ce qui est de la génétique, dont on ne voit pas encore immédiatement le rapport au temps, mais quand même, les interférences sur les organismes vivants vont quand même jouer pas mal sur le rapport au temps. Je rajouterai personnellement un autre contexte macro sociétal qui est depuis plus d'une dizaine d'années la perte de confiance perçue, établie, dont on a déjà parlé, que les individus ont vis-à-vis des institutions. Et couplé à cela, en parallèle ou à cause de cela, la montée d'un besoin d'individualisation et d'un besoin de se marquer en tant que personne, d'une part pour récupérer une certaine maîtrise ou certains repères, et d'autre part parce qu'on ne peut plus, entre guillemets, compter sur quelque chose qui serait extérieur à soi, c'est-à-dire les grandes collectivités, les grandes organisations, les grandes institutions qui étaient des rassurances, enfin qui nous rassuraient quand même pas mal et qui aujourd'hui ne nous rassurent plus, que ce soit du côté du politique, du financier, du médiatique, voire du juridique, on n'est plus trop rassuré. Donc on est obligé de compter un peu sur soi-même, mais compter sur soi-même étant traversé par le temps, puisqu'on est des êtres humains et que l'être humain, c'est du temps, on en parlera dans le deuxième cours, la question du temps va être traitée là dans le registre du besoin de repère et du besoin de maîtrise. Donc on l'abordera. Donc ces grandes révolutions que sont la perte de lien entre l'individu et le collectif, plus les 3 autres mutations dont j'ai parlé, plus tout ce qu'on va voir maintenant de l'ordre socio-démographique et sociologique et nouveaux liens sociaux, etc., vont faire qu'effectivement il faut se poser la question de comment aujourd'hui le temps nous traverse, nous, individus, et comment le temps joue et traverse les relations que l'on tisse avec les autres et le social proche ou moins proche. Donc, quelques repères sociodémographiques, vous les connaissez peut-être, mais il faut faire un point, et je crois que dire que l'allongement de durée de vie éprouvé, je ne vous apprends rien, mais quand même, il faut citer des chiffres, on va les relativiser aussi. Alors, je regarde mon texte parce que je suis fâchée avec les chiffres. La durée de vie moyenne des Français a augmenté de 30 ans au cours du XXe siècle. Donc, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que, effectivement, l'hygiène, les modes de vie, la santé, le progrès, l'alimentation, etc., on fait que l'on vit, et le travail aussi qui est moins lourd, moins difficile de manière générale, on fait que l'on peut dire qu'il y a une espérance de vie de 75 ans à peu près pour les hommes, de 83 ans à peu près pour les femmes, avec une augmentation qui n'arrête pas, et ceci quand même dans les pays qui sont développés, c'est-à-dire ceux qui bénéficient justement de toutes ces instances qui leur permettent de vivre plus longtemps vieux. Alors, un petit exemple, en Russie, cette espérance de vie tombe quand même à 59 ans pour les hommes et 72 ans pour les femmes. On est sur des inégalités. On verra aussi que cette histoire du temps est génératrice aussi de grandes inégalités. Ces inégalités, on les retrouve aussi chez les hommes et chez les femmes. Les femmes vivraient plus longtemps que les hommes. Elle est en train de s'amenuiser un peu, cette différence-là, parce que les femmes travaillent, parce que le stress, parce que les femmes fument, boivent, etc. On voit bien là aussi que c'est pas aussi simple que ça. Relié à cette question de l'allongement de la durée de vie, et je crois qu'il faut en parler là si on parle du temps, c'est le vieillissement généralisé de la population. C'est-à-dire,
nous allons vers un monde où on aura dans une dizaine d'années une grande importance des personnes qui auront plus de 60 ans, qui seront plus nombreuses que les jeunes. Alors, ça veut dire quelque chose d'important sur l'organisation aussi de nos sociétés, c'est-à-dire que va-t-on créer comme nouveaux services, que va-t-on faire de la dépendance, que va-t-on faire de l'orientation santé-alimentation, que va-t-on faire effectivement de toutes les mentalités qui seront confrontées des jeunes et des moins jeunes. Donc je pense que dire qu'en 2050, les personnes de plus de 60 ans représentent un tiers de la population, ça veut dire quand même quelque chose, étant entendu que pendant ce temps-là, on n'a pas d'accroissement de population de jeunes qui ont moins de 20 ans. Alors ne me demandez pas statistiquement comment ça marche, parce que je ne serais pas capable de vous le dire. Sachez quand même qu'il y a un décalage entre des personnes jeunes qui ne vont pas augmenter en nombre, des personnes vieilles ou plus âgées qui vont augmenter en nombre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi qu'on passe, et ça j'emprunte au Crédoc, de familles horizontales, c'est-à-dire des familles où il y avait beaucoup d'enfants avec peu de générations, puisque je vous parlais de l'allongement de la durée de vie, à des familles qui se verticalisent, c'est-à-dire où il y a peu d'enfants, il y a en moyenne entre 1 et 2 enfants par foyer. En France, on est plutôt meilleur parce qu'on a des infrastructures qui permettent aux femmes de garder les enfants, etc. Donc, elles en font un peu plus. Donc, des familles verticalisées où se côtoieront entre 4 et 5 générations. Alors là aussi, ça pose des questions transgénérationnelles, des questions en termes de choix électifs, de relations, des questions aussi que j'aimerais pointer là et qui me semblent très importantes. D'abord, il y a quelque chose aussi qu'il faut dire, c'est que grâce au progrès de la médecine, de la technique, etc., les personnes qui aujourd'hui ont une cinquantaine d'années, donc ont des mentalités, des physiologies, des aspects physiques, des vêtements, etc., qui ressemblent plutôt à leurs filles, enfin aux gamines, à leurs filles de 25-30 ans, etc. Et ça pose à la fois dans les représentations mentales et dans la réalité des problématiques de collusion générationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire une collusion générationnelle ? C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des paliers, sur des possibilités de révolution, entre guillemets, d'une génération vis-à-vis d'une autre, où on peut s'appuyer sur une différence pour exister, pour se différencier. Mais on est dans une sorte de confusion latente où mon père, ma mère est à la fois mon frère, ma sœur. De toute façon, ils ont les mêmes jeans, les mêmes activités que moi, donc il n'y a pas de souci, on est pareil, on s'entend bien. D'ailleurs, on vit dans le même appartement jusqu'à 25-30 ans, etc. Il n'y a aucun problème, ils sont très sympas avec moi, les postes 68, etc. Donc on est dans quelque chose qui va se poser, de la confusion et de la nécessité, pour moi, qui est très importante, de marquer quand même quelque chose de l'ordre de la séparation. Parce que je crois que le générationnel est très important, dans le sens où il marque des différences, il devrait poser des séparations, et c'est un autre sujet, quelque chose de l'interdit de l'inceste se pose quand même là. Je n'en parlerai pas beaucoup, mais il y a quelque chose quand même à écouter là. Cette confusion est quand même, on est quand même trop dans de la confusion. Alors, ça veut dire aussi, on voit bien que les jeunes vont aujourd'hui chez les grands-parents pour retrouver de la différence physique, de la différence des mentalités, etc. Et encore, quand la grand-mère a 60 ans et qu'elle paraît jeune, ils vont chez l'arrière-grand-mère pour retrouver quelque chose, pour qu'effectivement, il y ait de la transmission, il y ait d'autres choses que moi-même. Je crois que le gros problème aujourd'hui, c'est le problème de l'identique à soi-même. Bon, je ne vais pas diverger de trop, mais c'est vrai que quand on a peur du monde extérieur, c'est ce que je vous disais, on a un peu tendance à se calfeutrer dans ce qui nous ressemble et à occulter la relation à l'autre différent. Donc, on se crée des autres qui ne sont pas tout à fait différents, voire on se crée des autres qui nous ressemblent. Donc, il y a aujourd'hui un gros problème de difficulté d'altérité, et je pense que ça va avoir beaucoup avec le temps, parce que le temps, c'est le temps de créer de la relation avec de l'autre. On verra ça dans le cours 2, dans le deuxième cours. Donc, ce que je veux dire, c'est cette nécessité de créer de la différence. C'est quelque chose que l'on voit effectivement chez les jeunes, qui créent des clans, ce qu'on appelle des clans ou des tribus, des modes,
pour ne pas être dans la même chose que leurs parents, qui est, même si le consensuel et le fraternel est sympathique, il y a un côté un peu angoissant que nous avons repéré. Alors, donc, je vous disais juste un petit emprunt au troisième cours qui aura lieu plutôt sur la consommation. Quand je vous disais que la technique, la science avait beaucoup œuvré pour qu'au plan et de la physiologie et de l'apparence, il y ait un allongement de la jeunesse le plus longtemps possible. Donc, ça veut dire que... Et puis en même temps, au plan physiologique, on est quand même sur des métamorphoses, dans le sens où les jeunes filles, par exemple, sont précoces de plus en plus tôt. Donc, on a des jeunes filles qui sont précoces à 12-13 ans, ce sont des petites lolitas, qui entrent très, très, très vite sur le marché de la séduction, que l'offre de consommation ne va pas s'empêcher de développer et de forcer un peu. Et on a des femmes qui, jusqu'à 60 ans, 65 ans, développent des capacités de séduction aussi et d'envie, en tout cas, de ne pas vieillir. Parce qu'il ne faut pas prendre mal le terme de séduction. La séduction, de manière très positive aussi, c'est un rapport à l'autre. C'est de préserver aussi la possibilité du rapport à l'autre. Donc, toute cette plage-là met en place des enjeux commerciaux absolument inouïs. Et les acteurs économiques ont mieux compris ça que les organisations politiques et professionnelles qui n'ont pas encore intégré toutes ces mutations temporelles et qui proposent encore des horaires un peu rigides, des crèches qui ne ferment ou qui ne s'ouvrent pas autant qu'il faut, etc. Donc toute cette organisation sociale et politique met beaucoup plus de temps que l'organisation commerciale. Vous avez des grands magasins qui ouvrent jusqu'à 10h du soir, maintenant, pour permettre à la femme, quand elle a fini de travailler, d'aller faire ses courses, parce qu'on le verra un peu plus tard, c'est toujours elle qui fait beaucoup de choses et qui a toujours tout un tas de rôles qui lui incombent. Bien, donc, on va... Alors, après avoir posé ces repères-là, il y a autre chose, c'est tout ce qui concerne effectivement les temps liés au social, c'est-à-dire le temps du travail qu'on va aborder maintenant. Et avant de l'aborder, il faut dire que le temps d'avant la vie active et le temps d'après la vie active, ces temps-là se sont étirés aussi. C'est-à-dire que les jeunes entrent de plus en plus tard sur le marché du travail et les personnes qui se mettent à la retraite, alors ça c'est selon qu'on a envie de faire grève ou pas, je vais dire des horreurs, entre 50, 55, 60 ans, 65 ans bientôt, etc. Je ne polémique pas. En tout cas, grâce à l'allongement de la durée de vie, auront 20 ans, 30 ans, voire 35 ans de vie après. Donc on a deux poches de vie qui ne sont pas des vies travaillées et qui sont quand même des temporalités qu'il va falloir occuper, et notamment pour les gens après le travail, c'est-à-dire pour les gens après leur retraite, on va le voir plus tard, les plus jeunes, donc ce qu'on appelle les adolescents, une espèce de jargon qui rassemble adultes et adolescents, c'est-à-dire ces jeunes qui sont à la fois autonomes comme des adultes dans leur tête, qui ont leur code et qui ne sont pas autonomes du tout vu qu'ils continuent à vivre chez leurs parents. Donc ces adolescents ne vont pas quitter, comme je vous le disais, le lieu parental parce qu'on y est bien au chaud, bien confortable. Et d'ailleurs, même après s'être marié, parce que maintenant, il y a une petite tendance où on se marie un petit peu plus jeune. Alors, est-ce pour quitter ses parents, pour faire cette fameuse différence dont je vous parlais? Je ne suis pas sûre. En tout cas, on se marie un peu plus tôt. Mais on continue à apporter son linge sale à laver à la maison. Bon, c'est pour dire quand même qu'on ne quitte pas si facilement la sécurité, la rassurance, le confort des parents. Alors, la retraite, donc effectivement, ce temps-là va être un temps inégal. Je pense que j'en parlerai un petit peu plus tard aussi, mais quand même, j'aimerais bien pointer cette question-là. J'ai beaucoup eu l'occasion de travailler sur les problématiques de retraite au plan des perceptions et du vécu, etc. Et c'est vrai qu'on a globalement deux catégories de retraités. Ceux qui ont préparé leur retraite, qui ne sont pas pris comme ça dans des surprises et dans des besoins et dans des licenciements, c'est-à-dire dans de la non-reconnaissance de toutes ces années qu'ils ont passées.
Et donc, ceux qui ont préparé, ceux qui ont de l'argent pour en profiter, qui effectivement en profitent et en profiteront, et alors là, ils vont effectivement cumuler des loisirs pour eux, pour leurs petits-enfants, etc. Et les autres qui vont cumuler des dépressions et remplissent pas mal les hôpitaux. Et c'est vrai que c'est très important, et on va le voir plus loin, de se poser là la question de la fonction du temps de travail. On en parlera très vite. La fonction du temps de travail, qu'est-ce qu'elle structure, qu'est-ce qu'elle met en jeu, qu'est-ce qu'elle met en place, qu'est-ce qu'elle met en place comme repère, et qu'est-ce qui se passe donc quand cette valeur travail est en train de s'amenuiser, comme on va le voir. On va le voir d'ailleurs. Effectivement, la quantité de temps de travail est en baisse. Je ne vous apprends peut-être rien, quelques chiffres quand même. Au 19e siècle, les gens travaillaient 4000 heures. Par quoi? Ils travaillaient 4000 heures par an. Ils travaillent aujourd'hui 1600 heures. C'est quand même beaucoup. Enfin, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est moins en tout cas. Donc, ça veut dire qu'en 1850, par exemple, le travail représentait 70% de la vie éveillée des individus. Aujourd'hui, 15% de la vie éveillée des individus. On peut se poser des questions. Et en même temps, très intéressant, les gens ont toujours l'impression de manquer du temps. Ils manquent de temps. Donc, on est sur ce déploiement quantitatif de temps non travaillé, entre guillemets, à remplir, à vivre, à remplir, à donner du sens, à faire... alors vous me direz, oui, les transports sont chronophages, oui, il faut s'occuper des enfants, oui, le temps domestique, etc., etc. Mais quand même, il faut se poser des questions de ce que ça veut dire dans la tête des gens comme révolution mentale, c'est-à-dire comme question existentielle aussi, c'est-à-dire quand 70% de mon temps n'est pas passé à me cadrer dans un espace où je me lève le matin, je vais à mon travail, je reviens de mon travail un peu fatiguée, je mange, je me couche, enfin, etc. Il y avait quand même des repères et des cadrages. Or, aujourd'hui, globalement, 15%, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, relativisons, c'est-à-dire que, par exemple, pour les cadres, il semblerait qu'ils travaillent depuis 1986 légèrement plus qu'avant, donc tout le monde ne travaille pas moins, là aussi on est sur des inégalités, mais plus globalement, puisqu'on est quand même dans du macro-social, il faut se poser quand même la question du sens, de ce que ça veut dire au plan humain, au plan de la constitution de soi-même, au plan du questionnement de où va ma vie, de qu'est-ce qui se passe, que fais-je de ce temps-là. Donc je pense que cette question de réduction du temps de travail a considérablement posé la question philosophique et existentielle de que fais-je, moi, individu, de tout ce temps, alors que, on va le voir dans le deuxième cours, il faudra attendre un peu, au plan des représentations, je me sens un peu solitaire et impuissant dans ma vie par rapport à toute action qui pourrait être une action effective de lien dans une collectivité et dans une société. Donc, questionnement, ça va faire beaucoup d'angoisse et beaucoup de travail pour les psychanalystes, entre autres. Mais enfin, soyons optimistes. Donc, baisse de durée du temps de travail, mais qui avait été demandée par les syndicats et par tous ceux qui voulaient que le temps de vie soit meilleur. Et pourquoi pas? Et très important, donc ce que je vous disais, en même temps, relativisation de la valeur travail. Qu'est-ce que ça veut dire, relativisation de la valeur travail? Ça veut dire, en même temps, quantitativement, on travaille moins, et qualitativement, psychologiquement, le travail n'est plus le centre du monde, le travail n'est plus le pivot autour duquel va s'organiser ma vie, et le travail m'a déçu. Le travail a fait que j'ai vu des gens qui étaient licenciés, que moi-même j'ai pu être licenciée, que les affaires, que le chômage, que les scandales financiers, que etc., etc., etc. Le travail a perdu de son aura, le travail a perdu de sa valeur. Mais le travail était structurant, c'est-à-dire que le travail, quand il était envisagé dans de la durée, quand il était envisagé dans du temps, il créait des liens internes entre les gens et il faisait repère. C'est ce que les retraités nous disent. On a perdu la possibilité de parler avec les gens. Donc on va le samedi au supermarché pour parler avec les gens. Je ne veux pas dire qu'il faut travailler plus pour pas aller au supermarché, mais je dis quand même que cette histoire du travail est quelque chose qu'il faut penser, et même si je ne suis pas toujours d'accord avec la façon dont les 35 heures se sont mises en place, ça c'est une question plus technique, je pense quand même
qu'en conséquence de cette histoire de réduction du temps de travail, la question de que fais-je de mon temps va se poser. Alors, en plus de cette dégradation de la valeur du temps de travail, nous avons la montée de l'individualisation. L'individualisation, peut-être je ne vous apprends rien, mais je voudrais vous apprendre quand même quelque chose, qui est que par rapport au temps, l'individualisation, ça veut dire je veux maîtriser le temps, je veux choisir le temps qui va faire que je me sentirai un être humain avec mes rythmes. Je veux décider de mon temps, je veux choisir de ne pas le perdre ou de le perdre, je veux choisir de le gagner, etc., etc. Alors on est sur des individus qui deviennent des démiurges du temps, c'est-à-dire des individus qui appliquent l'individualisation qui est là parce que tout ce que je vous disais au début, qui est là aussi parce que les gens n'ont plus de repères, n'ont plus de possibilité de maîtriser leur quotidien, donc ils vont s'accrocher effectivement à des objets, à des marques, on va le voir dans le 3e cours, et à du temps maîtrisé. Donc je pense que cette individualisation, effectivement, joue aussi sur je veux profiter du temps que j'ai. Alors ça, on le verra dans les représentations, la notion de profiter du temps qu'on a, ça veut dire un rapport au présent dans la jouissance immédiate. On en parlera plus la semaine prochaine. Mais rapport au présent dans la jouissance immédiate, ça veut dire aussi occultation du futur et difficulté de se relier justement, de prendre appui sur l'histoire. Mais ça, je crois que ça vaut la peine de le développer plus avant et c'est ce que je ferai dans le 2e cours. Alors, l'individualisation, c'est très joli, mais d'un autre côté, on ne peut pas l'envisager sans articulation avec le temps, comme je vous le disais, du collectif qui va organiser ou pas le fait que individuellement, on va satisfaire les gens. Et je répète, c'est très difficile pour les femmes qui travaillent, qui s'occupent de leurs enfants, etc., de trouver des administrations qui sont fermées à 4 heures ou à 5 heures, etc. Donc il y a une grande réflexion qui est en tout cas en train de se mener. Je ne sais pas si vous connaissez les bureaux du temps, qui sont des réflexions qui se sont mises en place en Italie, en France, aux Pays-Bas, etc., qui réunissent autour de la table toute décision à prendre sur des problématiques temps qui concernent le lien entre l'individu et la société. Par exemple, est-ce qu'il faut ouvrir les crèches plus longtemps? Est-ce qu'il faut ouvrir les hypermarchés à telle heure, etc. On se réunit autour de la table avec plusieurs acteurs, en fait, dont les consommateurs, dont les individus qui s'intéressent, et on débat, on décide. Bien. Alors, et l'individualisation, ça veut dire une exigence temps. Le seuil de supportabilité de la contrainte vis-à-vis du temps est minimal. On ne supporte pas de vieillir, ça on l'a déjà dit, on supporte encore moins de mourir, c'est une aberration totale, hein. On n'a toujours pas fait la réconciliation entre la vie et la mort dans notre société qui devrait un jour se rendre compte que ça existe. Alors vieillir, c'est pas trop possible, hein, parce que c'est mal vu, ou si on... Enfin, bon, c'est quelque chose pour l'instant de mal vu, mais comme je vous le disais, les gens de plus de 60 ans seront les plus nombreux, ils imposeront bien leur diktat, mais bon, on va voir comment ça se passera un petit peu plus tard. En tout cas, exigence liée au temps. Je ne veux pas que le temps de l'autre m'empêche de vivre mon temps. Alors, quid, là encore, de la relation à l'autre? Je repose ce que je posais au tout début, qui est cette exigence individualistique liée au temps, même si elle est reliée à une angoisse existentielle, fait quand même que je ne supporte pas que le temps de l'autre empiète sur mon temps et que je n'ai pas beaucoup de tolérance vis-à-vis du temps de l'autre. Or, le lien à l'autre, l'amour, le lien à l'autre, c'est quand même quelque chose qui a à voir avec l'acceptation du temps de l'autre. Bien, alors, cette individualisation, donc, je suis un peu perdue, mais ce n'est pas grave, je vais me rattraper. Voilà. Alors, cette institutionnalisation, voilà, on en parlera avec la réduction du temps de travail. On
on se posera la question parce que il y a deux théories, entre guillemets. Enfin, il y a une, pas deux théories, mais par rapport à la réduction de ce temps de travail. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est deux choses. D'une part, que c'est institutionnalisé, c'est-à-dire que c'est pris en charge par de l'institution qui a dit, voilà, on réduit le temps de travail à 35 heures. Alors moi, ce n'est pas la mécanique des 35 heures qui m'intéresse, c'est d'une part ce que ça a produit, et d'autre part, ce que ça peut dégager comme questionnement. Alors, ce que ça peut dégager comme questionnement, c'est effectivement, on institutionnalise, c'est-à-dire que le tabou du non-travail saute. Une fois qu'on a institutionnalisé quelque chose, c'est la mode du loisir, de ne pas travailler, etc. Donc ce tabou saute là. Alors, on voit aujourd'hui la question qui est, est-ce que cette histoire-là va faire que ça va renforcer les individualités? On le voit quand même un peu aujourd'hui, un peu beaucoup, aujourd'hui dans le sens où qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'étant compressé, étant compacté par un temps, et notamment les femmes, mais j'y viens un petit peu plus loin, elles en ont profité pour souffler un peu et pour faire plus et mieux ce qu'elles faisaient déjà. Donc pas encore vraiment de création de nouvelles temporalités. On s'occupe plus de sa maison, etc. Donc on construit des liens soi-même, c'est-à-dire soi-même avec soi-même, être bien soufflé un peu, soi-même avec sa famille proche, pas beaucoup de liens entre soi et l'autre pour l'instant parce que c'est peut-être un peu trop tôt. Donc ça, c'est disons, une direction possible. L'individualisation fera qu'on intensifiera, qu'on radicalisera encore plus ce temps de soi et pour soi, avec difficulté de s'accrocher au temps de l'autre, avec les désynchronisations que l'on connaît de l'espace, des gens qui travaillent de manière plus individualisée, etc. Donc ça peut être une question là. Une autre réponse, et là j'emprunte à Yves Boulin, qui lui dit autre chose, c'est-à-dire qu'il dit que le temps non travaillé peut participer, comme le temps travaillé, à la construction des identités individuelles et collectives, mais je rajouterai là, à condition que les gens le choisissent, et à condition que ça leur fasse sens, et à condition de leur donner le temps de le faire. C'est-à-dire que les gens vont bien se rencontrer effectivement à d'autres endroits que dans les endroits où ils travaillent. Alors, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y a un équilibrage entre le temps offert et le temps demandé. C'est-à-dire les gens demandent aujourd'hui un temps qui leur aille bien, un temps qu'ils habitent. La demande, parfois, n'est pas... temps, parfois, n'est pas au rendez-vous. Alors, j'ai envie de revenir là, et on approfondira donc là plus cette question du temps des femmes, parce que je crois que c'est très important. Dans la nouvelle répartition des temps, aujourd'hui, on a toujours quand même 3 temps qui sont investis. Le temps du travail quand même investi, qu'on abordera maintenant sous un autre angle. Le temps domestique, qu'on abordera sous l'angle de l'influence de la réduction du temps de travail et de la montée du travail des femmes et de ce qui se passe pour ces femmes-là dans le domestique. Et le temps, entre guillemets, des loisirs, c'est-à-dire ce temps à la fois vacant et très occupé, parce que les loisirs sont devenus une vraie entreprise de commerce avec des sollicitations gigantesques, et qu'il faut un emploi du temps de ministre pour pouvoir répondre à la demande, à l'offre temps de loisirs, justement, ce que tout le monde ne peut pas faire. Donc, la répartition de ces temps-là, essayons d'être un peu moins générique, mais quand même, disons qu'elle est très différente selon les catégories socio-professionnelles, catégories socio-culturelles, selon les âges, selon les sexes, selon les villes, etc. Donc là, j'ai matériellement pas le temps de faire des découpages, mais on va essayer quand même un tout petit peu. Par exemple, c'est vrai que si on voit les jeunes, le temps des jeunes, avant qu'ils ne travaillent, c'est un temps effectivement très actif. Ils n'ont le temps de rien faire. Ils sont dans des temporalités occupées par le besoin d'apprendre, par le besoin de se former, par des activités, etc. Ils ont un emploi du temps extrêmement chargé. Ils font pas beaucoup de sport. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui nous a beaucoup intéressé, cette intensité du temps, à mon avis, qui se réfère aussi à un modèle temps intense
et un modèle temps autour de la performance qui fait qu'ils se préparent à une entrée dans la vie adulte autour de cette nécessité de performance-là, et ils essayent d'y aiguiser un peu leurs armes. Vous avez la catégorie des gens de 25-35 ans qui n'ont pas encore d'enfants. Alors eux savent qu'une fois cette première rupture d'avoir un enfant, une fois que ça sera là, effectivement, le temps ne sera plus le même. Donc ils sont dans une intensification, eux aussi, d'un temps où on va profiter, où on va vivre sa vie de couple sans encore beaucoup de contraintes. Contraintes qui arrivent donc avec le premier enfant. Donc, comme je vous le disais, je développerai ça dans le deuxième cours. Deuxième grande rupture, effectivement, autour de 40-45 ans, avec le début du vieillissement, les questions qu'on se pose par rapport à sa carrière professionnelle, etc. Et autre grande rupture, c'est la mise à la retraite. Donc, il y a effectivement, à travers les âges, des inégalités, à travers la capacité de comprendre le monde, de comprendre et de maîtriser le monde, c'est-à-dire de faire le tri de tout ce qui se passe, de comprendre le monde dans lequel on vit. Les catégories socio-culturelles les moins favorisées, effectivement, n'auront pas cette même grille et cette même capacité de compréhension. Donc, n'auront pas non plus des activités peut-être, entre guillemets, aussi... qui feront sens ou peut-être aussi enrichissantes que d'autres catégories. Les femmes et les hommes, on va voir aussi plus loin qu'il y a des grandes inégalités. D'habiter en province où le temps de transport n'est pas chronophage, c'est très important aussi. Parce que ce temps-là, qui n'a jamais été chronophage, en fait, les gens, on a fait des enquêtes à Angers, par exemple, ils disent, mais nous, ça fait bien longtemps qu'on a un temps... altruiste en fait, c'est-à-dire on a eu le temps de se détendre, de s'occuper de soi. Maintenant, une fois qu'on s'est occupé de soi, on va vers un temps plus altruiste. Les Parisiens ou les grandes villes qui ont récupéré du temps de la RTT ont eu besoin de décompacter un peu leur temps et à ce moment-là, de construire un temps où on va légèrement souffler, ce que j'appelle du temps du pouce. On dit, attendez, là maintenant, je m'occupe un tout petit peu de moi et je vois ce qui se passe. Alors, le temps... donc, tout ça, c'était pour dire qu'il y avait des inégalités croisées, des faisceaux d'inégalités, et que tout le monde n'est bien sûr pas logé à la même enseigne. Alors, le temps du travail, on y revient un peu à partir de l'influence là, des perceptions de changements plus internes, c'est-à-dire on a entendu dans nos enquêtes, alors elles ne sont pas, ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passe dans toutes les catégories de population, on entend quand même deux choses importantes par rapport au temps. L'intensification des rythmes par l'intensification de la productivité, parce qu'il faut bien remplacer un temps non travaillé par une intensification dans le temps où l'on est présent, avec, donc, qui génère des stress. Et deuxième facteur, la fragmentation du temps, c'est-à-dire cette histoire de flexibilité qui fait qu'on peut effectivement faire travailler quelqu'un, imposer du temps, et je pense aux caissières par exemple qui travaillent de 8h à 9h, puis après de 1h à 2h, et puis après elles reviennent de 6h à 7h, etc. Donc quelque chose qui par rapport au temps est du registre de l'éclaté, de l'imprévisible et de l'intensifier dans le sens où on ne peut pas prendre de temps pour trouver du sens à ce que l'on fait. Alors, dans aucun cas, d'ailleurs, on ne peut trouver du sens à ce qu'on fait. Parce que quand c'est trop intensif, on n'a pas le temps de prendre de la distance, on n'a pas le temps d'avoir des échanges. Quand c'est fragmenté, on a perdu et l'origine et le but, et on ne sait pas trop ce qui se passe. On est des machines à produire, et donc autant... Bon. Et quand on est dans de l'imprévisible, c'est très grave par rapport à tout ce que je vous disais de l'individu qui veut se singulariser dans son appropriation qu'il fera du temps. Mais appropriation qu'il fera du temps, ça veut dire je maîtrise mon temps, je le rends prévisible. Or là, c'est imprévisible. Alors, on a des gens frustrés, on a des gens malheureux qui voient qu'il y a une société de loisirs, effectivement, qui existe quelque part, et qui voient qu'il y a une société où ils n'ont pas réussi, eux, à construire leur propre temps. Parce qu'il faut bien se dire, moi, je n'aime pas parler de loisirs comme ça. Il faudrait trouver un autre mot, parce que les mots de travail, de loisirs, c'est compliqué, parce que dans le... Bon, ce sont des termes qui sont un peu obsolètes. Il faudrait trouver d'autres termes qui structurent un peu le temps. Mais c'est vrai que dans... effectivement,
dans le temps de loisir, on est dans quelque chose qui se construit, on n'est pas dans des vacuités comme ça non plus. Donc on est sur ces problématiques-là de perte de sens, de perte de but et de perte de projection. Alors, dans cette nouvelle relation au travail, effectivement, et je ne dis pas que les 35 heures n'ont fait que ça, mais je dis que c'est un effet, parce qu'il y a d'autres effets qui sont très positifs sur des catégories de gens qui ont effectivement vu leur temps cumulé pour avoir plus de vacances, plus de week-ends, etc., et qu'ils puissent en faire quelque chose. Donc, pour les gens qui ne profitent pas de ça, pour les gens qui n'ont pas l'argent, ni les catégories mentales pour en profiter, il y a un désinvestissement, il y a un fatalisme, il y a une tristesse, il y a une non-envie, il y a une perte de désir qui est quand même très importante. Et on voit effectivement la montée de consommation de télévision ou de choses, enfin, c'est-à-dire pas la possibilité de créer son propre temps. Alors, des sociologues comme Anne Gaudin, par exemple, disent dans cette réflexion autour des 35 heures et de la RTT, qu'on n'est peut-être plus non plus dans une offre temps de travail efficace parce qu'on est toujours dans une histoire de semaine week-end, alors que la semaine week-end était quand même basée sur les chaînes de production qui faisaient et sur la nécessité d'avoir des moments où l'on se repose, etc. Elle dit effectivement, enfin elle dit, on peut la suivre un peu sur ce plan-là, que certaines catégories de gens ont envie de travailler le dimanche, ont dématérialisé, donc le travail étant dématérialisé et déspatialisé du lieu même de travail. Ce qui importe, c'est pas tant la présence au lieu de travail que effectivement la nature de la tâche accomplie. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, les attitudes vis-à-vis du travail des gens les mentalités, les attitudes, avec tout ce que je vous disais sur la perte de la valeur travail, sur la montée de l'individualisation, etc., on a envie de faire autre chose que de travailler pendant le temps imparti au travail, c'est-à-dire pendant cette zone de temps où je suis encore un actif entre 25 et 60 ans, j'ai envie de me former, j'ai envie d'avoir une année sabbatique, j'ai envie de faire des apprentissages, j'ai envie de changer de travail, etc. Ce qui n'est pas encore, cette souplesse-là n'est peut-être pas encore mise en place. Donc c'est important aussi, cette histoire de parcours professionnel, la réduction du temps de travail, la distance vis-à-vis de la valeur travail pose cette question d'une organisation nouvelle du travail, mais pose aussi la question de l'angoisse. Et je le répète, parce que l'angoisse, qui peut être très constructive et très intéressante, c'est quand ça change, hein, vous l'avez bien vu, hein, je ne veux pas polémiquer sur l'histoire des réformes, ce n'est pas le lieu du tout, mais dès qu'on est dans un registre de changement, on est dans ce que les psychanalystes appellent des catastrophes émotionnelles, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui fait peur. Enfin, on est dans des angoisses. Alors tout le monde n'est pas capable de gérer ces angoisses et d'en faire quelque chose de constructeur. Alors on essaye de faire autrement, on transforme cette angoisse en peur, on met des boucs émissaires, des responsables, des victimes, et on binarise le monde comme ça, et tout va bien, c'est-à-dire il y a des victimes, il y a des coupables, et il y a une sorte de système où on a peur de beaucoup de choses. Donc, peur de beaucoup de choses, on sécurise beaucoup de choses, et plus on sécurise beaucoup de choses, plus on rend les individus impuissants, et on rentre dans une sorte de cercle vicieux total où on a moins de puissance, moins de possibilités d'agir sur le monde, moins de possibilités de maîtriser le monde. Et à partir de là, ce décalage entre tout ce qui nous est offert de possibilités de profiter justement de ce monde dans une solution édénique où il y aurait plus de loisirs que de travail, etc. Donc, je ne sais pas si je suis claire, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on est aujourd'hui dans des facteurs très importants de mutation à la fois macrosociale, microsociale, psychologique, mentale et de représentation qui touchent à des catégories à la fois individuelles, collectives, mais aussi beaucoup mentales, et qui posent le sens très fort de l'individu et de sa relation aux autres par des choses qui seront moins organisatrices, en tout cas aujourd'hui, que le travail. Donc ces débats auraient été
intéressants s'ils avaient été prévus peut-être ou travaillés avant, mais disons qu'on peut toujours les travailler maintenant. Et c'est vrai que la RTT permet de se poser là des questions comme ça. Donc c'est intéressant. Alors, je confirme aussi qu'en plus, c'est une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est effectivement la mobilité de plus en plus grande des individus. Autre révolution, droit à la mobilité, besoin de mobilité, devoir de mobilité, pour s'adapter à un monde qui bouge, même si on ne sait pas trop où il bouge, mais en tout cas, ça bouge. Donc, on devient mobile. Et bien sûr, corrélé à cela, qui est une grande mutation dont je vous parlais au tout début, la mutation effectivement des technologies de l'information et de la communication, qui jouent donc sur d'autres temporalités, qui ont une influence considérable sur le spatio-temporel tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il sera demain. En tout cas, c'est ce que je viens de vous dire tout de suite, là, imprime une autre révolution du temps qui est vis-à-vis des individus, le temps de la réactivité immédiate, le temps de l'immédiateté, le temps de l'ubiquité, le temps de la magie du tout de suite, immédiatement, c'est-à-dire à nouveau ce que je vous disais, cette difficulté de faire lien entre le passé, le présent et le futur, cette difficulté pour l'humain de s'inscrire dans de la durée, de s'inscrire dans du projet ou de la projection, parce que cette intensification, ce besoin d'être performant, de s'adapter, fait que voilà, on ne prend pas le temps pour le faire. Alors, je vous parlais donc des inégalités liées à la RTT, je vous en avais parlé. La nécessité pour les gens de créer leur propre temps, donc je le répète, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ira au-delà, je le pense, de faire mieux ce qu'on a à faire, c'est-à-dire mieux le ménage, mieux les courses, etc. Alors, prenons les femmes. Un petit chapitre sur les femmes quand même, parce que ça m'intéresse. J'ai fait une étude, alors ça m'a bien amusé, sur les femmes et la gestion domestique. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec la RTT vis-à-vis des relations femmes-hommes, et notamment dans la maison. Alors très intéressant de voir, mais je le répète, encore on relativise, c'est pas pour toutes les catégories sociales. Hein. Pour les catégories sociales un peu moyennes, bon, comme ça, on a vu des radicalisations des rôles. On revenait à des radicalisations de rôles, c'est-à-dire la femme, plus présente dans la maison, avec la libération de son temps, eh bien, son temps était dévolu à la gestion des tâches domestiques. Ça se passait de la manière suivante. Les femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui pouvaient se payer, quand elles travaillaient un peu plus, des aides domestiques, c'est-à-dire des petites aides ménagères, pouvaient ne pas travailler autant dans les maisons, etc., et travailler à l'extérieur. Travaillant un peu moins, étant confrontées à des problèmes de pouvoir d'achat, à des angoisses justement de ne pas avoir assez d'argent pour profiter, vu qu'elles travaillaient moins, ont été obligées de se dessaisir de ces aides ménagères et de faire ce travail à la place. Et dans le même temps, les hommes, profitant de la RTT, profitaient de leur chez eux, à bricoler, à s'occuper de leurs enfants sur un plan plus ludique que les femmes, donc qui avaient quand même une responsabilité et de la gestion domestique et de la gestion de l'éducation de leurs enfants. Je crois ça avec la montée des monoménages, des divorces, etc., qui font que généralement ce sont les femmes qui ont plus que les hommes la tâche de s'occuper de leurs enfants. Et je crois ça aussi avec le fait que la femme, que la montée du travail chez les femmes, c'est-à-dire le champ professionnel chez les femmes, n'a pas été assez pris comme une révolution du temps de la famille, révolution des temps sociaux, parce que la femme est un lien entre les différents temps sociaux. La femme est un lien entre le temps domestique, le temps professionnel, le temps de l'école, le temps de la consommation. Donc on ne prend pas assez ça en compte. Et on ne prend pas en compte non plus que la mentalité des femmes aujourd'hui est une mentalité qui est dans l'injonction aussi de la performance et de l'intensification, comme tout le modèle temps dont je vous parlerai dans le deuxième cours. C'est-à-dire, elle va être la meilleure gestionnaire de sa domesticité, donc ça veut dire qu'elle va faire des heures de ménage. Elle va être la meilleure dans son travail, elle va être la meilleure pour l'éducation de ses enfants. Et parallèlement à ça, on constate dans certaines générations, une déficience des hommes de tenir le coup quand même face à cette évolution-là et de tenir le coup aussi. Donc un refuge des hommes. Alors là, les hommes vont me haïr, mais quand même, dans un entre guillemets
dans une infantilisation où la femme se retrouve non pas avec 2 enfants, mais avec 3 enfants, si on est dans des statistiques moyennes du nombre d'enfants par foyer. Voilà, je m'excuse pour les hommes, mais je voulais quand même dire ça parce qu'on l'avait remarqué. Alors, donc, la domesticité, elle s'ouvre quand même à des champs autres que le ménage, hein, parce que dans la maison, maintenant, on travaille, on bricole, donc toute la réflexion, le poste de budget, donc toute la consommation des ménages, le poste de l'habitat, c'est celui qui est en croissance, le plus en croissance. Pas le poste de l'alimentation, ni le poste de l'habillement, c'est le poste de l'habitat. C'est-à-dire le temps de l'habitat correspond à quoi? Le temps de l'habitat correspond à un temps de protection, de sécurisation et de ressourcement. C'est-à-dire c'est dans ma maison que je vais trouver le temps de me remunir face à un monde anxiogène. Je vais trouver le temps de rencontrer la famille que je n'ai pas vue pendant la semaine ou pendant la journée, et je vais trouver le temps de me ressourcer, moi personne, en me dégageant donc des temps. Donc ce temps de la maison est devenu un temps très important, pour le meilleur et je l'espère pas pour le pire, parce que c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de ventes de sécurité, d'alarmes, de barrières, enfin de tout ce qui concerne cette préservation de soi trop importante à mon avis, et qui s'étend à des quartiers ou qui s'étend à des résidences aussi. C'est très à la mode aux États-Unis, mais on le voit aussi maintenant en France. Donc temps de la maison très investi. Les hommes font des tâches, les femmes font des tâches, et toute l'offre de consommation joue beaucoup sur cette temporalité-là. On passe beaucoup de temps à la maison. Alors, donc, on passe beaucoup de temps à la maison, et c'est un temps dont on va voir qu'il suit les rythmes quand même des personnes, et ça, je crois qu'il ne faut pas non plus perdre de vue que tout ce qu'on a dit depuis le début sur l'intensification, sur la fragmentation, sur la perte de l'origine et du sens et du but, soulève la question de retrouver du temps de soi. C'est pour ça que le titre est un peu coupé là. C'est temps de soi et temps des autres, ou pour le temps des autres. C'est-à-dire retrouver du temps de soi, retrouver ses propres rythmes. C'est donc chez soi aussi qu'on peut le faire. Alors, le temps du loisir, entre guillemets, donc je n'aime pas trop ce mot-là, ou le temps hors travail, ou le temps libéré, ou le temps que l'on passe à faire autre chose que de travailler, est effectivement un temps idéalement recherché par tous. C'est-à-dire, on envisagerait idéalement, comme ça, 50% de temps travaillé, 50% de temps de loisir, même si on ne sait pas encore trop ce qu'on ferait de ce temps-là. Ça serait une construction un peu idéale. Et je le répète, donc, ça va poser effectivement des questions de sens. Et par rapport à ces questions de sens, parce que vous savez bien que notre organisation sociétale aujourd'hui n'a pas beaucoup de temps de se poser des questions de sens. Elle se pose plutôt des questions de remplir des moments pour pas que les gens se posent trop de questions de sens et existentielles, sinon ça serait un peu dangereux. Alors pour résoudre ces questions existentielles, je vous parlais tout à l'heure de toutes les sollicitations que le marché avait mis en place pour remplir ses poches de temps, entre guillemets, vides ou non travaillés, et il y en a effectivement beaucoup. Donc vous pouvez venir écouter des cours à la Cité des Sciences, comme vous pouviez en même temps aller ailleurs, etc. Donc vous n'êtes pas encore dans de l'ubiquité, mais vous avez des possibilités immenses. Alors se pose par rapport à ça, d'une part, le tri de ce qui va m'intéresser, ce qui va faire sens pour moi, et d'autre part, donc ça veut dire la possibilité de choisir. Donc là encore, on est sur du qualitatif, on est sur de l'exigeant, et va se poser, et là je suis un peu moins optimiste, toute la difficulté pour les gens de supporter du temps vide, de la vacuité, qui est pour moi un temps de respiration, un temps de recréation, un temps, en tout cas, aujourd'hui, qui n'est pas encore tout à fait possible et vivable pour une grande majorité de gens. Alors, je finirai donc en disant qu'aujourd'hui, dans ces temps de loisirs, effectivement, ce sont des temps plus tournés vers soi,
par nécessité, pour décompacter le temps, comme je vous le disais, plus tourné vers soi que vers les autres. Et je vous dirais aussi qu'on entend un besoin d'un arrêt sur image, entre guillemets, c'est-à-dire stop, on réfléchit un peu à ce qui se passe. Donc là, je trouve très positif et très encourageant cela, même si peut-être pas beaucoup de gens peuvent le faire. Et avant de vous passer la parole, et j'espère qu'on aura le temps de débattre un peu, parce que je n'ai jamais d'heure en tant que spécialiste du temps, je n'ai jamais de montre, etc. J'ai un temps interne qui se joue un peu comme il le veut. Je voudrais poser quelques questions, donc là, pour ouvrir le débat, des questions. Donc on est vraiment sur des questions, je n'apporterai pas là des réponses. Effectivement, des questions que je me pose, donc je vous les pose aussi. Comment, bon déjà, est-ce que l'harmonisation des temps collectifs et individuels est une question? Est-ce que c'est aujourd'hui la question qu'il faut se poser? Est-ce que c'est urgent par rapport à ce que c'est que l'humain? Est-ce que du lien social va se développer différemment? Comment? Etc. Est-ce qu'on est vers plus d'individualisation? Est-ce que les gens ressentent le besoin de créer de nouveaux liens sociaux? Est-ce que nous, les sociologues ou les psychologues, on dramatise un peu trop et on dit que les gens sont un peu trop tournés vers eux, etc. La question du lien social libéré par quelque chose qui n'est plus dans des repères institutionnels comme le travail me pose en tout cas question. Autre question, c'est temps libéré, ok, mais pourquoi faire? Alors, ok, pourquoi faire? Alors, chacun peut en faire ce qu'il veut, ok, vous me direz, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais attendez, il y aura des inégalités, parce qu'il y a des gens qui pourront faire ce qu'ils veulent, il y a des gens qui ne pourront pas. Donc, il y aura des frustrations, puisque tout est visible et tout est dévoilé. Donc, on verra des choses extraordinaires dans des thalassos ou dans des utilisations de ce temps de manière très qualitative et valorisante par des gens qui, eux, ne peuvent pas profiter ni culturellement, ni matériellement de ce temps-là. Alors, temps libre et libéré, pourquoi faire? L'équité face au temps libéré, donc là, ça rejoint un petit peu tout ce que je soulevais des inégalités un peu face au temps. Est-ce qu'il y a une équité ou pas? Ou est-ce qu'on se dit, enfin, les individus vont construire leur temps et adviennent que temps pourra. C'est pas une... Pardon. Aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est de la futurisation. C'est-à-dire, on constate vraiment une difficulté de se projeter. Je trouve ça extrêmement grave dans une société humaine qu'il n'y ait pas de futur envisageable, ou que tout futur est restreint aux prochaines vacances, ou que le futur est en déflation, dans le sens où les gens se disent, de toute façon, mon enfant sera moins bien loti que moi. Donc c'est incroyable, c'est la première fois quand même depuis le début de l'humanité que les générations suivantes vont être moins bien loties dans les perceptions et peut-être dans la réalité que la génération actuelle. Donc c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'on n'a pas la ressource, l'énergie, la matière, l'idée, le projet, la capacité à se projeter. Alors une société qui ne se projette pas, des individus qui ne se projettent pas, je pense que c'est complètement problématique, pour ne pas dire dramatique. C'est très problématique. Donc l'enjeu de la recréation, de la création du futur, de la capacité à se projeter individuellement et pas seulement dans la maison que je vais acheter dans 3 ans, bien, pour les jeunes, pas seulement dans la retraite qui ont 25 ans, pas seulement dans la retraite que je vais avoir à 60x ans. Donc ça, désolée, mais je crois que ça manque beaucoup et je crois qu'il faut soulever absolument cette question-là de manière urgente. Alors aussi, le piège, ce que j'appelle le piège de la massification des temps individualisés. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même une idéologie du temps de l'individu qui dit qu'il faut être différent, se singulariser, etc. Mais c'est un discours massifiant néanmoins, parce qu'on est dans une injonction de différence et de singularité, tout en étant dans des dans des registres du semblable. Hein. C'est ce que je vous disais au début. Donc il y a tout un marché massifiant de l'individualisation, c'est-à-dire qu'on offre, ça on le verra dans le cours 3 sur la consommation, des sursegmentations de produits qui répondent aux femmes de 53 ans ou aux femmes de 49 ans ou aux gamins de 3 ans qui n'ont pas les mêmes goûts, enfin, etc. Il y a une sursegmentation qui effectivement pointe le besoin de singularité, d'intensification de l'individu ou de la personne, mais c'est quand même projeté en masse. Alors, quelqu'un qui achète
un produit comme ça, c'est quand même pas, il ne va pas l'acheter tout seul. Donc, il est quand même vendu dans une distribution de masse. Donc, on est là sur peut-être des pièges et peut-être dans des questionnements sur des modèles temps qui sont relayés pour l'instant par les médias et par les acteurs de la consommation. Autre question, l'harmonisation donc, du temps des femmes. Ça, je crois, Dominique Méda en a parlé beaucoup. Moi, j'en parlais aussi, et pas seulement parce que je suis une femme, mais parce qu'on entend de la souffrance aussi, des questions de la part des femmes, et qu'elles ont beaucoup à nous apprendre par rapport à ces temps-là. Et puis, dernière question plus philosophique, mais on ne l'abordera peut-être pas parce que vous avez déjà eu de la philosophie, mais quand même, quel enjeu pour un temps humain et pour ce que j'appelle le temps de la pensée propre, c'est-à-dire le temps, la pensée non massifiée, la pensée qui prend le temps de penser et qui prend le temps aussi de construire et des liens entre soi et des liens entre soi et l'autre. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je m'arrête là et j'espère qu'on va débattre. Voilà.